Bonjour, bienvenue à cette 26e édition du podcast Bulletin sportif. Cette semaine, beaucoup d'actions au niveau du hockey. Alors, on a une émission pas mal concentrée là-dessus, alors que Léa McIntyre et Denzel Carré-Guéa, nos chroniqueurs, vont être les deux invités à commenter et analyser ce qui se passe au niveau des séries éliminatoires en hockey collégial. Avant qu'on aille là et avant qu'on continue, je veux quand même prendre le temps de remercier notre commanditaire Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers, aux centres de services scolaires, aux écoles privées, aux cégep, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Gagné Sport croit également qu'il n'y a aucun compromis en ce qui a trait à la sécurité. Chez Gagné Sport, l'excellence du service offert est à la base de toutes leurs actions. Alors, merci Gagné Sport d'être là encore une fois et de continuer de nous permettre de travailler avec vous et de présenter ce qui se passe au niveau du sport étudiant. Outre le hockey collégial, et je vais y revenir plus tard, on a eu des éléments importants qui se sont passés au niveau du RSEQ. Je vous en parle. Donc, cette semaine, il y avait une rencontre des directions sportives des universités. À propos de l'introduction de division 2 et 3, bien évidemment au niveau universitaire, parce ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau universitaire, essentiellement à la base, tout est du D1. Et depuis qu'il y a une ligue de flag football qui est entrée en action et qui a été pris sous l'égide du RSEQ, malgré le fait que ce sont des clubs sportifs, eh bien, une grande réflexion a été lancée, à savoir comment intégrer, s'assurer que les équipes, qu'elles soient ce qu'on appelle varsity ou que ce soit des clubs sportifs, s'assurer que malgré tout, ces équipes-là et ces sports-là qui sont sous le giron d'une université aient quand même un minimum de services. Donc, ce qui est important pour eux autres, au niveau des universités, au niveau du RSEQ, c'est de s'entendre sur quel est le niveau d'implication de l'université quand on parle de D1. Et quand je parle d'implication, je parle, ça peut être au niveau du financement, mais ça peut être au niveau de l'accès au plateau sportif, l'accès aux services de physiothérapie, ces choses-là, tout ce qui est encadrement, bref, de l'équipe. Donc, si c'est du Division 1 versus du Division 2 versus du Division 3, qu'est-ce qui serait les services à être garantis par les universités, parce que c'est bien beau de dire, bon, c'est beau, votre équipe de flag, vous représentez l'université, même si vous n'appelez pas, par exemple, le vert et or, vous n'appelez pas nécessairement les carabins ou le rouge et or, vous êtes l'équipe de flag football de l'université XY. Bien, il a été quand même réfléchi le fait que il faut intégrer ces équipes-là, il faut s'assurer d'un minimum de prise en charge de ces équipes-là. Donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles ça discute actuellement de ça. Donc ça va être un sujet qui va être à suivre parce que c'est important, notamment pour tous les clubs sportifs, s'assurer d'avoir un peu d'encadrement, s'assurer d'avoir aussi du soutien de la part de leurs universités qu'elles représentent quand même. Donc, ça, il y a cet aspect-là. Il y a aussi au niveau du RSEQ un plan d'action équité, diversité, inclusion qui avait été réfléchi. Il y avait beaucoup de travail qui a été fait. On se rappelle peut-être l'an passé, là, j'avais écrit des textes sur le sujet l'an passé par rapport au fait qu'il y avait un grand sondage qui avait été lancé auprès des divers étudiants et étudiantes partout à travers le Québec pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur certains aspects, notamment au niveau de équité, diversité, inclusion. Eh bien, il y a un plan d'action qui a été présenté au ministère au mois de février. Ce plan d'action-là devrait être annoncé au mois de mai. Et ce que je comprends, c'est qu'il va être lancé dans le sens où les activités officielles, disons, là, ça va commencer en septembre. Ce qu'on me dit, c'est qu'on n'a pas attendu après le ministère. Là, on a déjà commencé à travailler sur ces sujets-là, évidemment, mais le temps que ça devienne officiel et que ça s'implante comme il faut, ça s'implanterait en septembre prochain. Ça devrait être officialisé, lancé officiellement au mois de mai prochain. Un autre élément qui est à suivre, parce que c'est intéressant, il y a des discussions qui se passent beaucoup au niveau notamment de l'intégration des athlètes trans. Je le sais que ça
soulève beaucoup d'opinions, surtout évidemment les athlètes trans, là, quelqu'un qui était de sexe masculin qui tombe maintenant dans les catégories féminines. Je sais que ça crée beaucoup de remous là, souvent dans ces éléments-là. Donc, c'est des discussions qui sont vraiment sur la table, ces éléments-là. Et je sais que l'objectif avec ce plan d'action-là du RSEQ est de forcer quelque part la main du ministère pour qu'ils prennent position par rapport à tous ces éléments-là. Parce qu'en ce moment, c'est un peu... les fédérations doivent choisir, doivent déterminer qu'est-ce qu'elles font. C'est un peu là, à la discrétion de chacun, même si on a des lignes directrices ici et là, mais on essaie d'avoir quelque chose d'un peu plus concret. Donc voilà, avec ce plan d'action-là, l'objectif est de forcer la main du ministère. On verra ce que ça va donner, mais il y a assurément des éléments importants là-dedans qui vont ressortir. Ça va être à suivre, ça aussi. Sportivement parlant, on avait des championnats de conférence en Division 2. Si les Divisions 1 universitaires collégiales, Division 1, c'est pas mal tout fini. En fait, c'est tout fini par le hockey. Évidemment, au niveau Division 2, ça continue, basket, volleyball. On a des championnats de conférence, donc ça va être à suivre, évidemment. Basket masculin, je voulais quand même apporter un élément, quelque chose qui est arrivé à la fin de la saison pour l'équipe des Aigles d'Onsic au basketball Division 2. Onsic était premier au classement, mais il y a une plainte qui a été formulée. Il semble que l'équipe ait inscrit un joueur de trop pendant la saison. Donc, il y a une plainte qui a été formulée. On a reçu la plainte. On a finalement enlevé 5 victoires à Onsic qu'on a transformé en défaite par défaut, ce qui a fait en sorte que Onsic s'est retrouvé à la 4e position au lieu de la première. Donc, évidemment, ça dérange beaucoup parce que, de ce que je comprends, c'est plus une erreur administrative qu'autre chose. Depuis cette année, les équipes de Division 2 avaient un maximum de 18 joueurs qui pouvaient inscrire pour la saison, mais le système informatique dans lequel on entre, le nom des joueurs ne limite pas en réalité. Donc, il permet d'inscrire 25 joueurs si vous voulez. Il ne limite pas, tandis que pour les équipes en Division 1, dès qu'elles dépassent la limite, on ne peut pas entrer un nouveau nom. De toute façon, le système le bloque, ce qui n'était pas le cas en Division 2. Il semble qu'un joueur de plus a été rajouté. Alors que c'est un nouveau règlement de cette année, la limite de 18. Bref, on paye un peu cher l'erreur administrative, mais bon, quelque part, là, il y a des règlements, il faut être capable de les appliquer, puis c'est souvent les appliquants que ça réveille tout le monde. Donc, j'ai l'impression que cette erreur-là ne se fera plus. Puis Onsic étant une équipe très forte, j'imagine, bon, ça les oblige à jouer des matchs de plus. Mais bon, on va leur souhaiter qu'ils arrivent à s'en tirer puis qu'ils arrivent à avancer au même niveau qu'ils voulaient le faire. Je ne pense pas que c'était une erreur de mauvaise foi. Bref, voilà, fait que ça affecte un peu la Division 2, mais comme je vous dis, là, ça va être à suivre. Je vais vous tenir au courant de ce qui se passe quand on va être rendu aux championnats provinciaux à la mi-avril. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hockey collégial, on parle avec Léa et Denzel. Tantôt, on va tout faire le tour de toutes les séries éliminatoires et je vous invite fortement à être là pour l'entrevue de la semaine avec Jessica Boulanger, capitaine de l'équipe des Carabins de l'Université de Montréal en hockey féminin, qui nous raconte son expérience des championnats canadiens qui étaient reçu par justement les Carabins cette année. Championnat canadien de hockey féminin universitaire. Donc, la capitaine des Carabins, Jessica Boulanger, en entrevue de la semaine. Donc, voilà, soyez-y, restez avec nous et j'espère que vous allez apprécier le show qu'on vous a monté. Merci tout le monde. Hockey collégial avec Denzel Carré-Gaillat. Salut Denzel. Salut Philippe. J'ai hockey collégial, mais hockey collégial masculin, parce que le féminin, c'était avec Léa McIntyre. On est vraiment dans l'action amplement au niveau du hockey collégial masculin. Au niveau quart de finale, on a déjà 3 des 4 séries qui se sont terminées en fin de semaine. Une dernière qui va aller au match ultime, dont on va parler tout à l'heure. La première avec laquelle dont je veux parler avec toi, c'est Alma qui a éliminé en 3 matchs consécutifs les Champlain-Saint-Laurent. 2-0, 4-3 et une victoire de 7-3 en fin de semaine. Le gardien de Saint-Laurent a extrêmement bien fait, mais bon, c'était visiblement pas suffisant pour permettre aux Siens de gagner.
Oui, c'est certainement pas le travail de Simon Boucher qui est à revoir dans cette série-là, parce que ça a été au niveau offensif que les Lions ont été restreints. Lorsqu'on regarde les scores des deux premiers matchs, on voit que les Janois ont juste concédé 3 buts face aux Lions. Donc, on savait que aller à Alma, aller chercher cette troisième victoire, ça allait être compliqué pour la formation de Guy Chouinard. Ils ont été tout de même en mesure d'offrir une très bonne performance dans les conditions. Ils perdaient 3-1 en milieu de deuxième, mais retournement de situation, ils sont en mesure de faire 3-3 très tôt en troisième période. Mais après, ça a été les unités spéciales qui n'avaient pas vraiment joué un rôle vraiment important depuis le début de cette série-là. Les deux formations qui avaient seulement inscrit un but jusqu'à présent dans cette série en avantage numérique, mais c'est finalement les Janois qui ont été en mesure d'inscrire ce but gagnant 4-3 en avantage numérique. Je pense que c'est Jacob Bernard qui avait inscrit ce but. Puis c'est finalement sur cette séquence-là que les Lions vont perdre cette série-là. Ils ont tout de même offert une bonne opposition à des Janois qui étaient vraiment expérimentés. Ils avaient un bon bagage d'expérience, un bon groupe de leaders. Et c'est le trio de Gauthier, Gagné et de Bloch qui a vraiment joué les grands ténors dans cette formation du Saguenay. On a vu le trio de Gagné, Gauthier et de Bloch avoir 7 buts des 13 qui ont été marqués par les Janois. Puis ça a vraiment été l'histoire de cette série-là. Le manque d'opportunisme du côté des Lions, puis la bonne défensive du côté des Janois. Non, exact. Puis je mentionnais justement Simon Boucher. Avant, dans le fond, avant la troisième période de ce troisième match-là, avait arrêté 101 des 109 tirs qu'il avait reçus. Donc, il s'est fait pétarader ça en masse, mais il a trouvé le moyen de garder son équipe dans le match tout le long de la série. C'est vraiment, dans le fond, cette troisième période-là, comme tu dis, du dernier match ça a fini 7-3, mais pour le reste, là, les 8 des 9 premières périodes de la série ont été quand même relativement serrées, même si toujours à l'avantage d'Alma. N'empêche, Alma passe en demi-finale. Une série qu'on regarde, Champlain-Lennoxville, classé numéro 1, affrontait Sainte-Foy, classé numéro 11, mais quand même une équipe qu'on savait dangereuse offensivement. Les deux premiers matchs, 4-2 et 3-2 en prolongation pour Champlain-Lennoxville, donc c'était serré. Mais par contre, ce troisième match-là, explosion, Champlain-Lennoxville a rien laissé au hasard, une victoire de 7-1 dans leur cas. Ouais, on voulait vraiment fermer les livres du côté de Lennoxville. On sait que c'est l'équipe à battre dans le circuit. Ils ont terminé au premier rang du classement général et ils arrivaient en série avec beaucoup de confiance. Être en mesure de muser l'attaque de Sainte-Foy, c'est vraiment difficile. Les dynamiques ont vraiment été restreints offensivement. Ils ont seulement inscrit 5 petits buts en 3 parties et ça a été l'histoire de cette série-là. Le manque d'opportunistes à l'attaque, les grands canons des dynamiques qui n'ont pas été en mesure de faire trembler la cage des deux gardiens de Lennoxville. Les deux gardiens qui ont été utilisés durant cette série-là. C'est vraiment rare qu'on a l'occasion d'utiliser deux gardiens. Donc, on savait qu'on avait confiance à notre duo devant les buts du côté de Lennoxville, mais c'est vraiment Louis Gendron qui a pris les choses en main pour sa formation. 7 points en 3 parties. C'est lui qui a le meilleur rendement point par match du circuit jusqu'à présent et il a marqué des buts importants. Il a marqué 2 des 2 premiers buts dans chacun des matchs, en plus de marquer le but gagnant dans le match numéro 2. Il a aussi ajouté à sa fiche un tour du chapeau lors du match numéro 3. Donc vraiment une performance sans bavure de Louis Gendron qui a été un joueur important pour les Lions, pour les Lions, oui, pendant toute la saison. Pour les Cougars, tu veux dire? Oui. Oui, exact. Mais effectivement, écoute, je pense que ça fait juste montrer que cette fameuse pause-là, du fait de ne pas avoir joué, on en avait parlé là, au début quand on a fait l'analyse des séries à venir, de la fameuse pause des équipes favorites, les 4 premières au classement. Bon, peut-être qu'effectivement, les Alma, Champlain-Lennoxville ont peut-être commencé un peu tranquillement avec des matchs serrés. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'était tranquille, ils jouaient bien, mais plus ça avançait, là, Lennox et Alma, les deux ont montré que je pense qu'ils avaient pris leur rythme de croisière. Donc, voilà, Champlain-Lennoxville également en demi-finale. Une autre équipe qui s'est classée pour la demi-finale, mais cette fois, eux autres, en 4 matchs, ce sont les Patriotes de Saint-Laurent qui avaient échappé le premier match 4-1 contre les Dragons de la Flèche, mais ensuite des victoires de 6-3 et en fin de semaine, 3-2, 6-4 pour fermer les livres et se qualifier pour la prochaine ronde. C'était pas une tâche facile pour les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent d'affronter les Dragons du Collège de la Flèche. On sait que c'était les finalistes de la saison passée. Ils ont été en mesure d'aller chercher 3 victoires consécutives. 2 victoires sur la patinoire des Dragons, c'est vraiment difficile à faire. On sait que les Dragons ont beaucoup de succès à domicile, que ce soit à l'Arena Claude Mongrain ou bien au Colisée Jean-Guy Talbot. Les Dragons qui sont vraiment soulevés par
le support de leurs supporters à domicile et puis par leur éthique de travail. Les Patriotes qui se sont cependant donné une petite frousse lors du dernier match. Ils menaient 3-0 en milieu de deuxième période. Puis les Dragons qui ont vraiment pris leur envol, 4 buts en à peu près 12 minutes en troisième période. Je pensais qu'on allait se diriger vers un match numéro 5 dans cette série-là. Mais le retour de Lombardo, il avait vraiment été une des transactions clés durant cette pause hivernale. Et Lombardo qui est en mesure de faire 4-4. Donc, son retour qui a vraiment été bénéfique aux Patriotes, on peut le dire. Puis par la suite, c'est Latour qui a été en mesure de faire 5-4 avec 1 minute 34 à faire en troisième période et un dernier but qui a été inscrit en filet désert. Mais on a pu voir que les Patriotes n'étaient pas seulement appuyés par leur bon Carl-Anthony Massé. Il y a énormément de talent dans l'offensive des Patriotes, que ce soit Massé, Gagnon ou bien Latour, Jérémy Gamache, Antoine Gagnon, Lombardo. C'est vraiment un groupe qui a beaucoup d'outils offensifs pour aller loin dans cette série. Et F. Gascon, on en avait parlé la semaine passée, qui avait peut-être pas connu sa meilleure sortie lors du match numéro 1, mais c'est certainement bien repris avec sa brigade défensive qui lui a offert beaucoup de support aussi. Absolument, absolument. Puis ça, c'est important de le mentionner parce que F. Gascon, oui, l'attaque de Saint-Laurent est capable d'être extrêmement solide parce que ça peut venir de partout. Mais si F. Gascon, en plus, est à son maximum, les Patriotes deviennent une équipe, en tout cas, extrêmement difficile à battre. D'ailleurs, la preuve, ils sont rendus où ils sont rendus, mais c'est pas une équipe amusante à affronter, disons. Ça peut venir de partout. Donc, voilà, fait que Saint-Laurent qui est qualifié. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est cette fameuse bataille entre Thetford et Outaouais. Et tu la vois de très proche, cette bataille-là. C'est 2-2 dans la série. Thetford classé numéro 2 quand même au classement. Là. Donc, ça reste une équipe de haut niveau qui a eu une très bonne saison. Thetford avait gagné le premier match 5-1 avant de s'incliner 6-4 au deuxième. Remporte le troisième 5-3. Mais Outaouais gagne le quatrième 5-3. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux matchs-là, l'équipe qui a gagné menait 3-1 en début de troisième, se fait rattraper 3-3, mais gagne le match quand même à chaque fois 5-3. Il reste que les émotions doivent être à leur comble à regarder ces matchs-là, à voir ces remontées-là. Et malgré tout, bon, évidemment, il y a un gagnant à chaque fois, mais de voir que l'équipe qui s'est faite remonter a réussi à avoir assez de caractère pour reprendre les devants et finalement gagner les matchs. Ça donne énormément d'intensité au match. Donc, parle-nous-en, là, parce qu'évidemment, comme je disais, toi, tu vois ça de proche. Oui, c'est série rocambolesque pour moi. En tant que descripteur des Griffons, c'est vraiment spécial qu'est-ce que je vis en ce moment, de voir les Griffons menés par 2 buts en début de troisième, puis en l'instant de même pas 30 secondes, on voit les Filons qui reviennent à la charge, inscrivent 2 buts. Puis ça a été la même chose aussi au Centre Nos-Fourniers vendredi passé. On voyait que les Filons avaient vraiment pris le dessus sur les Griffons durant la majeure partie du match, mais on dirait que les deux formations ont souvent des moments de flottement où est-ce que on sait pas trop qu'est-ce qui se passe au niveau de la défensive. Puis, en l'instant de 2 secondes, on voit 2 buts apparaître au tableau d'affichage. Puis, à chaque fois, l'avance qui a été gagnée se voit perdre. Mais on est toujours en mesure de revenir de l'arrière et de travailler très fort. Ces deux équipes avec vraiment des éléments qui sont intéressants à suivre. On voit souvent le trio de Nathaniel Aubert être affronté à celui de Nicolas Lacourcillon. Je l'ai mentionné lors de la diffusion dimanche, mais c'est vraiment les deux entraîneurs qui ont un gros rôle à jouer dans cette série-là. On essaie de vraiment d'utiliser toutes nos cartes qui sont à notre disposition. Puis Maxime Villeneuve-Ménard qui tente de jouer dans la tête de son adversaire Martin Bernard. Les deux entraîneurs-chefs qui se livrent une très bonne bataille et c'est pourquoi qu'on a une excellente bataille sur la surface glacée. Les deux gardiens de but aussi, Philippe Bourdage et Médéric Blouin-Rochon, qui sortent de gros arrêts aussi. On a vu les deux gardiens vraiment avoir un rôle clé dans cette série-là, même si les scores sont assez élevés. Il y a beaucoup de tirs qui sont dirigés envers eux. Les Filons qui envoient en moyenne près de 40 tirs en direction de Médéric Blouin-Rochon. Et les Griffons qui, eux, tirent un peu moins, mais sont beaucoup plus opportunistes. C'est vraiment les éléments de chaque côté. Si on regarde vraiment la formation des Griffons, lorsqu'on regarde le classement des joueurs au niveau des points, ils ont 5 des 10 meilleurs pointeurs du circuit en ce moment. Donc, c'est un effort collectif. Mais du côté des Filons, c'est le premier trio de Nathaniel Aubert qui est vraiment la force de frappe. Même si au dernier match, ils ont été appuyés par leurs employés de soutien, dont Vincent Boulet
ou bien Raphaël Boisvert. C'est eux qui avaient inscrit les 2 buts en troisième période. On assiste vraiment du hockey de série, tous les trios qui contribuent avec des éléments clés qui jouent des rôles clés. Ben, tu mentionnes justement Nathaniel Aubert et Mathis Dufault des Filons. On a réussi à les empêcher de faire des points, tout simplement 0 points dans le dernier match. Je ne sais pas si on va être capable de répéter l'exploit parce que les deux attaquants avaient récolté 7 points dans les 3 premiers matchs, chacun 7 points, là, pas au total, chacun 7 points dans les 3 premiers matchs. Et on les a muselés au quatrième. Vendredi soir, je comprends que c'est toujours l'objectif là, de stopper les meilleurs joueurs. Mais on va avoir 2 gars qui vont avoir le couteau entre les dents là, d'avoir été justement arrêtés au moment où ils auraient pu mettre fin à la série. Là, de savoir que non, il ne faut pas que ça arrive 2 fois. J'imagine qu'ils vont redoubler d'ardeur à ce moment-là. Et ça, c'est sûr. Surtout que les Filons vont avoir le dernier changement. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour Martin Berdard de les mettre dans les bonnes conditions parce que Nicolas Lacourcière a joué vraiment un gros rôle face à ces 2 joueurs-là, Goulet et Aubert, qui ont vraiment les clés de l'attaque de Thetford Mines. On les voit vraiment lorsqu'ils transportent le 10, vraiment toujours avoir des occasions de marquer lorsqu'ils sont en territoire offensif. Et sur l'avantage numérique aussi, les Filons qui ont été vraiment pas en mesure d'avoir le même rythme auxquels on les a connus depuis le début de cette série-là. Il y a seulement eu 2 avantages numériques pour les 2 formations, mais les Griffons qui ont été 2 en 2 parce que leurs bons joueurs ont été en mesure de faire la différence. Du côté des Filons, Aubert et Goulet ont été restreints dans leur travail, mais je pense qu'il faudra vraiment faire attention à ces 2 joueurs-là parce que si ces 2 joueurs-là sont en mesure de se mettre en marche lors du match numéro 5, ça pourrait être une soirée qui pourrait être très, très longue, mais on a les éléments en place du côté des 2 équipes pour vraiment faire mal à chacune des équipes, c'est sûr. Et là, est-ce que l'expérience d'avoir fait ça l'année passée, d'avoir justement gagné même la finale au match ultime, je comprends qu'il y a des joueurs qui sont partis, là, des Griffons, mais il y a quand même des gars qui sont encore là, qui l'ont vécu. Est-ce qu'on peut donner l'avantage malgré tout, je dis malgré tout à cause de leur position au classement en saison régulière, là, mais est-ce qu'on peut donner l'avantage malgré le fait qu'ils vont jouer à l'extérieur aux Griffons dans un contexte comme celui-là où tu n'irais pas jusque-là étant donné justement l'avantage de la patinoire? Je pense que niveau préparation, les Griffons ont vraiment le net avantage dans ce genre de duel-là. C'est un groupe qui a beaucoup de vécu, tu l'as mentionné, mais la pression doit être sur les Filons, ça c'est sûr. Les Filons qui menaient cette série 2-1, les Griffons qui sont venus remporter ce match-là à Gatineau. Et l'année passée, si on se rappelle, les Griffons avaient remporté un match en séries éliminatoires au Centre Renaud-Fournier. Donc les Griffons qui ont peut-être un avantage au niveau mental, mais les Filons qui sont en mesure d'aller gagner face aux Griffons. Et jusqu'à présent, les 2 formations qui ont remporté leur match à domicile à chaque fois. Donc, je pense que c'est un bon indicatif de qu'est-ce qui pourrait se passer au Centre Renaud-Fournier. Mais les Griffons qui ont vraiment la connaissance de qu'est-ce qui peut se passer en séries éliminatoires. On les a vus connaître des matchs ultimes vraiment solides l'année passée, notamment lorsqu'ils ont dû voyager à Alma en partant de Gatineau. C'est pas un voyage qui est facile. Les joueurs qui ont dû aller trimer dur pour aller remporter ce match numéro 5-là. Donc, ils se retrouvent dans ce même genre de situation-là. Donc, ils vont être bien préparés, ça c'est sûr, mais les Filons qui ont un rôle vraiment, qui veulent vraiment gagner eux aussi parce qu'ils ont le groupe pour aller loin en série. Donc, ça va être le match ultime à regarder vendredi. Si vous pouvez aller au Centre Renaud-Fournier, allez-y. Sinon, bien évidemment, sur rseq.direct, c'est vraiment un match que tout le monde devrait au moins se donner la chance de voir. Si vous voulez savoir c'est quoi du hockey collégial, puis vous donner une chance, évidemment qu'on ne peut pas prédire comment ça va se passer, mais si vous voulez vous donner une chance de tomber sur un match où il va y avoir de l'intensité, puis on risque d'avoir des buts en masse. On a eu 32 buts là, dans les 4 premiers matchs au total. Donc, je pense que la table est mise pour qu'on ait de l'action amplement dans un match, un duel ultime comme ça, pour une place et la dernière place, en fait, en demi-finale du hockey collégial masculin. Donc, j'invite absolument tout le monde à, au moins, si vous n'êtes pas capable d'aller sur place, regardez ça sur vos écrans en web diffusion. C'est, je pense, une bonne chance d'avoir un excellent spectacle. Oui, puis il y a beaucoup de gens de l'Outaouais qui vont faire le voyage aussi à Thetford. Donc, ça parle vraiment de l'engouement qui entoure cette partie-là. C'est 4h30 d'auto. Donc, les partisans qui n'ont pas froid aux yeux pour aller assister à ce match-là qui va être de grande classe. Absolument, absolument. Ben, écoute, un énorme merci, Denzel.
Un super beau tour de table encore une fois. On va être là la semaine prochaine pour vous raconter ce qu'il y en est, puis surtout aussi mettre la table pour les demi-finales qui vont s'en venir parce qu'on est assuré d'avoir des excellentes équipes qui vont y participer. Ouais, ça c'est sûr. On se voit la semaine prochaine. Yes, merci. Salut. Hockey féminin collégial avec Léa McIntyre. Salut Léa. Salut, ça va bien? Ben, ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Good, good, good. Écoute, ben, on est rendu à demi-finale. On en a parlé un peu la semaine passée. On en reparle encore là. D'un côté, une série qu'on a, disons, des attentes assez claires, à savoir que Champlain-Lennoxville, première, qui affronte André Laurando. Le premier match a été joué. Une victoire de 4-0 de Champlain-Lennoxville. Gabriel Santerre, India Benoît, 3 points chacune. Je pense qu'on ne peut pas être surpris nécessairement de ce résultat. T'en penses quoi de ton côté là, de comment ça s'est passé? Comme je dis, là, je ne pense pas qu'il y a de surprise, mais est-ce qu'il y a quelque chose à retenir, tu penses de ça? Non, c'est pas une surprise, mais moi, je pensais que si André Laurando était pour aller chercher un match, ça serait le premier, puis ils l'ont pas fait. Donc, comment ils vont s'ajuster? Tu sais, je sais que leur entraîneur, Philippe Tran, c'est sûr qu'il va regarder en masse de vidéos puis qu'ils vont être prêts à jouer leur deuxième match. Je pense que l'indiscipline leur a fait mal aussi, là. Ouais. Donc, ça, va falloir qu'ils fassent attention au prochain match. Puis, évidemment, Gabriel Santerre à 3 points. Je pense qu'il y a juste Limoilou qui a la recette pour contrer cette joueuse-là. Absolument. Donc, non, c'est ça. Il va falloir qu'ils mettent une joueuse sur elle. Peut-être même 2 s'il faut. Mais ils vont être certains que André Laurando va arriver prête. Donc, ils ont l'avantage d'avoir une semaine avant le prochain match. Donc, ils peuvent vraiment se préparer pour ça, là, pour aller chercher le deuxième match. Ben, on va leur souhaiter, parce qu'à quelque part, même si on n'est pas surpris, ça reste qu'on veut avoir autant que possible une série plus enlevante que d'autres choses. Donc, regarde, on va souhaiter que le vent se tourne de bord et que rapidement, André Laurando soit capable d'aller justement prendre ce momentum-là, essayer d'aller chercher un premier match au moins, puis après savoir ce qu'il y en est. Mais bon, disons que la logique a été respectée dans ce premier match-là. Il n'y a pas... regarde, si Gabriel Santerre et India, surtout Gabriel, on est habitué de l'avoir, mais si les meilleures joueuses de Champlain-Lennoxville sont capables de s'inscrire au pointage comme ça devient difficile d'espérer, disons, pour des bons résultats de ton côté. Exactement. Là, je ne sais pas qui va garder les buts du côté d'André Laurando à leur deuxième match, mais si c'est Laurence Boivin, en tout cas, elle avait très, très bien performé contre nous dans la première ronde. Donc, je pense qu'elle peut causer une surprise. De là à gagner 2 matchs pour battre Lennoxville, je ne sais pas. C'est sûr que Lennox est favori. Puis, c'est ça, c'est la logique qui est respectée dans ce cas-là, je pense. Mais ça se joue sur la glace. You never know. L'autre série, par contre. Là, il y a plein de choses à raconter. Eux ont joué 2 matchs. En fait, c'est que là, Champlain-Lennoxville, André Laurando a joué un seul match en fin de semaine passée. Le prochain, pour eux autres, là, avant de passer à la prochaine série, juste mentionné, c'est quand même samedi 18h30 à André Laurando, Scotty Bowman. Mais pour la série entre John Abbott et Limoilou, là, on a déjà joué 2 matchs et c'est déjà 1-1 dans la série. Donc, encore une fois, on parlait de logique dans la première série. On peut peut-être parler de logique, mais à moitié. Les équipes ont gagné sur la patinoire adverse. Donc, intéressant là, de suivre ce qui se passe de ce côté-là. Oui, j'étais contente de voir ça, que c'était serré. Là. Moi, j'ai suivi ça sur le web. Là. Je faisais refresh sur mon téléphone constamment pour voir. Ça semblait 2 matchs vraiment serrés. Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'aller voir ces matchs-là. Je suis contente que ça se rende en 3 matchs pour que le monde puisse voir ce spectacle-là entre ces 2 vraiment bonnes équipes. Donc, je pense que Limoilou, on avait parlé au courant de la semaine, pour moi, Limoilou est favori, mais tout peut arriver. Là, le Skodan et Barbirati ont quitté pour le championnat du monde.
Donc, comment ils vont réagir? Je suis pas inquiète que les joueurs qui vont prendre des plus grands rôles vont performer. Mais ça va être un ajustement, c'est sûr, pour eux, là. Ben, d'autant plus que dans les deux matchs, premièrement, une victoire de 4-3 pour John Abbott. Après ça, une victoire de 5-2 pour Limoilou. Mais sur les 6 buts marqués par John Abbott, Manon Lescaudan a 6 points, tout comme Émilie Lucier. Donc, tu sais, oui, ça fait mal parce que c'est des... Manon Lescaudan et Jade Barbirati sont excellentes, là, mais en plus, c'est que Manon Lescaudan est en feu, là. Elle jouait du gros hockey, extrêmement importante au niveau de la productivité de l'équipe, production offensive de l'équipe. Donc, évidemment, on savait qu'en laissant aller, en n'ayant pas ces joueuses-là pour un troisième match comme ça, ce serait difficile. Mais quand en plus, on voit comment elle performe, ben là, tu le sais que tu es en train de perdre une joueuse qui est hot là, en plus. Donc, ça devient, disons que ça rajoute à la lourdeur de la tâche. Est-ce que mentalement, perdre 2 joueuses comme ça, comment tu penses qu'une équipe comme John Abbott peut réagir à ça? Est-ce qu'on sent que, on aurait dû gagner? Bien évidemment, on veut tout le temps gagner en 2, tu vas me dire, mais on aurait dû gagner là, c'était notre chance, parce que sinon, on n'en a plus. Ou non, c'est justement un test de caractère, peut-être pour des joueuses qui sont habituellement habituées à des rôles un peu plus effacés, de dire non, c'est votre occasion, là, justement, shiner, on ne vous attend pas, ben c'est votre tour. Ben, tu sais, en voyant cette équipe-là, je serais pas surprise que ce soit plus un test de caractère, puis que les joueurs qui sont peut-être plus dans l'ombre d'habitude, qui vont avoir des plus gros rôles, vont le prendre. Puis le hockey, c'est une question de timing. Hein. Il suffit que ces joueurs-là performent à fond durant le prochain match et éventuellement peut-être en finale. Puis ils vont gagner leur place là, puis il va falloir qu'ils se battent quand les deux filles vont revenir du championnat mondial. Donc, je pense que c'est des belles opportunités pour les joueuses de John Abbott. C'est quelque chose sur quoi se rallier aussi. Peut-être pour créer un momentum, aller chercher une énergie supplémentaire pour ce match-là. Mais je suis pas inquiète pour l'équipe, là. D'après moi, ça va être vraiment un bon match, même si ces deux joueuses-là sont partis. C'est qui les joueurs, justement, chez John Abbott, là, qu'on pourrait peut-être voir prendre un peu plus de place chez, est-ce que c'est une Gabrielle Lalonde? C'est qui les joueurs, là, outre Émilie Lucier, là, qu'on connaît déjà, mais qui pourraient justement venir prendre la place des deux Françaises? Ben oui, tu as parlé de Lalonde. Moi, j'aime beaucoup aussi Toby Graham, qui joue à John Abbott. Donc, elle, d'après moi, pourrait prendre un plus grand rôle. Sinon, Samantha Morello a marqué le but gagnant, si je me trompe pas, dans le match numéro 1. Donc, est-ce qu'elle va garder cette énergie-là et est capable d'en donner un petit peu plus? Ça va être à suivre. Mais non, je trouve qu'ils ont une belle... Tu sais, j'ai devant moi leur alignement. Là, je trouve qu'ils ont une belle profondeur. Ils ont une bonne défensive aussi. Donc, tu sais, leur offensive peut facilement venir de leur défensive aussi. Je pense à Léa Kozlowski en arrière qui pourrait être dangereuse aussi là, pour amener des points. Donc, il va falloir que tout le monde lève son jeu d'un cran puis que tout le monde vraiment travaille dans la même direction pour aller marquer des buts là, s'ils veulent gagner. Dans le deuxième match, Limoilou a été vraiment, comment je voudrais dire, opportuniste. Là, en 23 tirs seulement, arrive à marquer 5 buts. Je comprends que le dernier est dans un filet désert. Là. Admettons, 4 buts sur 22 tirs, là, je vais le dire comme ça. Est-ce que, comment je pourrais dire, est-ce que Limoilou a pris son air d'aller? Est-ce que c'est une équipe qui est en train de justement prendre confiance à marquer ces buts-là? Ou au contraire, c'est plus John Abbott qui se dit, écoute, là, peut-être que défensivement, on a besoin de se resserrer un peu plus autour de notre gardien, de faire plus attention, de ne pas donner des chances A1 de la même façon. Puis on est capable de les garder, de les contenir, cette équipe-là. Comment tu penses que ça peut se transposer justement dans ce troisième match? Ça a été quand même un match de seulement 34 tirs, si je ne me trompe pas. Là, j'essaie de retourner voir. Ouais, à peu près ça, 34 tirs. Donc, c'est pas habituel pour les deux équipes d'avoir, au total, 34. Donc,
normalement, il y a plus de lancers que ça pour les deux équipes. Donc, probablement qu'ils vont ramener cet aspect-là un petit peu plus défensif. Là, ça va être de faire attention aux détails pour s'assurer de ne pas encaisser de but. Tu sais, je pense à John Abbott qui a pris des punitions en deuxième période qui leur a fait mal. Là. Ils se sont fait accorder 2 buts quand il était en punition. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, je pense que Limoilou a pris le momentum. C'était 4-1. Donc, c'était plus difficile pour eux de revenir. Ça va être de la gestion des émotions, de rester à 5 contre 5. Puis à 5 contre 5, tout peut arriver des deux côtés. Là. Le match va se jouer à l'Arpidrome. Bon, évidemment, Limoilou super à l'aise chez elle, mais en même temps, de jouer à l'étranger pour John Abbott, est-ce que c'est une manière de justement ne pas se laisser emporter par les émotions, être capable d'être un peu plus dans sa bulle plutôt qu'avoir de la foule là, qui des fois nous hype, mais peut-être qu'elle nous sort un peu de notre. On veut bien faire pour la foule, alors que là, tu n'as pas cet enjeu-là du tout. Évidemment, tu n'as pas le dernier changement, là, ça a d'autres implications plus tactiques, mais au niveau de l'émotion, tu parlais de gérer ses émotions, les punitions, ces choses-là. Le fait de jouer à l'étranger, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait justement leur permettre de se concentrer sur elles-mêmes au lieu d'être en mode crowd pleaser, si on veut? Là? Ben, dans cette série-ci, les deux équipes ont gagné sur la route, mais les deux équipes voyageaient. Tandis que là, la semaine prochaine, il y a seulement John Abbott qui va voyager. Donc, d'après moi, de jouer à la maison pour Limoilou, ça peut être un avantage. Ils n'ont pas la route d'autobus dans les jambes. Mm-hmm. Donc, pour moi, ça peut jouer pour beaucoup. Et Limoilou ont vraiment une belle ambiance dans leur aréna. C'est un match de saison régulière, il y a vraiment beaucoup de monde. Ouais. Donc, en série, je suis certaine qu'il va en avoir encore plus. C'est le fun de voir une base partisane comme ça pour une équipe collégiale. Ça peut juste leur donner de l'énergie. Je pense pas que c'est une pression supplémentaire pour eux. On a parlé beaucoup de la culture. Eux autres, ils ont tellement une belle culture gagnante que je pense pas qu'ils veulent vraiment comme plaire à la foule puis que ça devienne une pression supplémentaire. Ils vont être bien préparés avec Pascal qui a passé par là combien de fois dans les dernières années. Lui, c'est tout le temps rendu en demi-finale ou en finale. Donc, non, je suis pas inquiète pour eux. C'est sûr que là, on parle de l'avantage de la glace. C'est un gros avantage. Là, quand tu joues comme une joueuse comme Émilie Lucier, qui est tellement dangereuse, d'avoir le dernier changement, ça peut être vraiment important. Mais le week-end passé, ça n'a pas joué parce que les deux équipes ont gagné sur la route. Donc, non, ça peut aller d'un bord comme de l'autre, mais je pense que Limoilou, le fait qu'ils ne voyagent pas, peut tirer un avantage là-dedans. Ben, ça va être à voir. J'ai hâte de voir ça. On va avoir du beau hockey assurément à voir. On va souhaiter, on l'a dit, que André Laurando puisse donner un petit créer une petite surprise puis essayer de donner un peu de trouble à Champlain-Lennoxville. Question que les deux équipes qui se retrouvent en finale aient joué 3 matchs de chaque côté. Le même nombre justement de parties dans le quart. Quoique rendu là, je ne pense pas que ça fasse une énorme différence. Là. Mais c'est pas comme si une équipe en a joué 4 puis l'autre 7. Là, on est vraiment à des minuscules détails. Mais regarde, ça va être intéressant de voir de ce côté-là. Puis l'autre bord, c'est certain que en tout cas, je suis obligé de penser qu'Alessia Merola va vouloir faire mieux qu'au dernier match. Là, puis, pas qu'à mal jouer nécessairement, mais tu veux tout le temps avoir un bon pourcentage d'arrêt, même si tu sais que les chances ont été bonnes contre toi, n'empêche que tu n'aimes pas avoir autant que ça passer derrière toi sur ce nombre de tirs-là. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de ce côté-là. Ça va être à voir, mais regarde, assurément du bon hockey, puis je pense que s'il y a un match à surveiller chez les filles, c'est clairement ce 3e match-là entre John Abbott et Limoilou parce que la bataille est à finir entre ces deux équipes-là. On savait qu'on allait avoir une super belle série. Puis je pense que l'avantage de l'équipe qui va gagner cette série-là en rendu en finale, c'est qu'elle va être déjà à un niveau de compétition d'éliminatoire très, très élevé, peut-être différemment de Champlain-Lennoxville. Exact. Ils vont tellement avoir compétitionné fort dans la série contre John Abbott, Limoilou, que peu importe l'équipe qui va sortir de là,
ils vont arriver sur un high, veut pas, contre le Knox. C'est deux équipes tellement talentueuses que il y a du bon hockey qui s'en vient dans les prochaines semaines au niveau collégial. Là. Absolument. Puis on a eu du fun il y a quelques semaines en regardant le championnat universitaire féminin à Montréal. Je ne dis pas que c'est le même calibre parce qu'évidemment, c'est la petite coche en dessous, mais il y a des très bonnes joueuses qui vont être très bonnes dès l'an prochain au niveau universitaire, qui jouent là. Fait que ça va être intéressant à regarder. Donc, je te souhaite des bons matchs en fin de semaine prochaine. Je nous souhaite parce que je vais regarder ça aussi. Puis on se reparle la semaine prochaine. Certainement. Merci, Léa. Alors, bienvenue au segment de l'entrevue de la semaine. Cette semaine, on reçoit avec nous la capitaine de l'équipe de hockey des Carabins de l'Université de Montréal, Jessica Boulanger. Salut, Jessica. Yes, salut. Merci d'avoir accepté de faire ça avec nous. C'est super apprécié. Ça fait plaisir, mais même je suis contente justement de pouvoir te parler un petit peu aujourd'hui. Là. Vous venez de finir le championnat canadien de hockey universitaire qui était chez vous. Comment ça s'est passé pour vous autres, justement, ce championnat-là? Je vais aller dans le fond de reculons. Je vais parler tout de suite du championnat canadien parce que ça vient d'arriver. Puis après ça, on parlera un peu de ton parcours puis qu'est-ce qu'il y en est. Mais vous venez de vivre, justement, le championnat canadien. Ça se passait chez vous. Comment ça s'est passé pour vous autres? Là? Puis je parle pas juste au niveau résultat, mais comment vous avez vécu ça? Au complet. Oui, écoute, je pense que c'est une des plus grandes, un des plus beaux championnats que j'ai vécu. Là. J'en ai eu 2,5, on pourrait dire, à cause de la COVID. Là. Puis, c'est sûr qu'on n'a pas eu le résultat qu'on voulait. On n'a pas eu une médaille au bout de la ligne. Là, mais honnêtement, juste l'ambiance, le monde des estrades, avoir nos familles avec nous, passer une semaine avec les filles à l'hôtel, juste se concentrer sur le hockey, pour de vrai, c'est une des plus belles expériences qu'une joueuse ou un joueur de hockey pourrait demander. Là. Fait que malgré tout, ça a été beaucoup, beaucoup d'émotions. Puis je pense qu'on s'est vraiment bien battu. Fait que je suis vraiment fière de mon équipe. Puis je suis vraiment contente des souvenirs que ça va m'avoir apporté. Là. Vous avez été, je m'en ai dit éliminé. Vous n'avez pas été éliminé parce que vous avez une chance pour la 3e place après, mais vous avez été battu à demi-finale par celles qui ultimement ont gagné, les Cougars de Mount Royal. Vous étiez à pas grand-chose quand même. Ça reste une équipe qui était solide, mais un peu Cendrillon, dans le sens que tu étais classé 8e avant de commencer. C'était pas l'équipe nécessairement que les gens auraient mis leur argent dessus avant de commencer le tournoi. C'était comment de les affronter? Quel genre d'équipe quel genre d'opposition elles ont offert? Parce que oui, de loin, on peut voir ce qui s'est passé sur la patinoire, mais pour vous autres, arriviez-vous là en vous disant « OK, Few, c'est pas Alberta contre qui on joue contre l'équipe numéro 8. » Aviez-vous le sentiment de... Pas ça va être plus facile, je sais qu'on se dit jamais ça, mais comment vous avez abordé ce match-là, justement, en fonction du fait que c'était justement pas Alberta? Oui, je comprends ta question, puis honnêtement, c'est vrai que ça peut être trompeur un peu les positions, mais rendu au championnat canadien, toutes les équipes méritent d'être là, puis justement, la division au complet dans l'Ouest, c'est vraiment une bonne division, là. Fait que quand on est arrivé sur la glace, on se préparait à tout, puis c'est vraiment une équipe rapide, puis ils ont vraiment sorti un bon match, là. Je pense qu'ils ont surpris toutes les équipes qui étaient là, mais comme j'ai dit, chaque équipe qui était au championnat, dans le fond, avait vraiment le potentiel de gagner ce tournoi-là, là. Ils l'ont vraiment bien mérité, puis ça a été une bonne bataille jusqu'au bout, en tout cas dans notre demi-finale. Là. Qu'est-ce qui les a rendus spéciales? Est-ce qu'on les sentait sur leur X? Parce que là, plus le tournoi avançait, on avait l'impression, OK, là, comme tu dis, toutes les équipes avaient probablement leur chance de gagner, effectivement, mais on les sentait plus ça allait comme une équipe vraiment difficile à... Moi, je pourrais dire passer par-dessus. Puis évidemment, le score a fait qu'il n'y a personne qui l'a fait. Mais je veux dire, on avait tout l'impression que c'était eux autres qui avaient un petit edge en avant de tout le monde tout le long des matchs. Est-ce qu'il était difficile justement à créer de la pression sur eux autres, créer du momentum contre cette équipe-là? Ça semblait difficile. Oui, c'est sûr. Puis c'est sûr, quand on commence la partie avec... c'est eux qui mènent la partie au début, c'est plus dur de revenir. Il y a un edge mental un peu à ça, là. Puis je pense que, être underdog, ça te donne une belle position, entre guillemets, parce que tu te dis, peu importe ce qui arrive, anyway, c'est pas nous les favorites. Fait que t'as pas la pression sur tes épaules de ce côté-là. Fait que je pense que plus qu'ils gagnaient des matchs, plus que ça leur donnait de l'énergie et de la confiance, puis on bâtit là-dessus.
Puis, mettons, sa glace, moi, comment je le voyais, c'était vraiment la rapidité, c'est la première chose à laquelle je pense. La rapidité pour mettre la pression, sortir de la zone. Fait que ça, on va leur donner. Mais, je ne sais pas si ça répond à ta question un peu. Là, mais... Oui, absolument. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et après ça, vous êtes allé jouer votre match pour la 3e place. À quel point ça fait mal à 3 minutes de la fin? Je le sais que ce n'est pas 1,8 secondes comme c'est arrivé à Concordia, qui est un autre problème à eux autres, mais pour vous autres, tu sais que tu approches tu es quasiment en prolongation, rendu en fin de match comme ça. Tu le sais que le dernier but, il risque de faire toute la différence. Puis là, il arrive à 3 minutes et quart ou à peu près. Les autres arrivent à marquer. Est-ce que à ce moment-là, c'est quoi le feeling sur le banc, dans l'équipe? C'est déchirant, là, honnêtement. Là. Surtout qu'on venait de remonter de 2. Exact. Pour vrai, Et tu avais marqué le but égalisateur, d'ailleurs. Ouais, on dirait que ça s'est passé tellement vite. Là, dès que j'ai scoré, les frissons là, sur les bras, la foule qui criait, c'était un des plus beaux moments, en tout cas, ça m'a marqué. Là. Mais ça fait mal de se faire scorer à 3 minutes. Mais encore une fois, si on reste humble un peu, on va leur donner UBC. C'était une très bonne machine d'hockey. Des grandes joueuses, rapidité aussi. Fait qu'ils l'ont travaillé aussi. Mais je te dirais, qu'est-ce qui fait le plus mal, c'est ça, c'est qu'on l'avait au bout des doigts. Puis, moi, moi et toutes les filles, on aurait voulu gagner ça pour nos vétérans qui finissaient cette année. Là. Finir avec une médaille en plus chez nous, ça aurait été vraiment wow. Mais je me console vraiment avec le fait qu'on a resté dans le game jusqu'au bout puis qu'on a remonté anyway. Là. Fait que ça reste une très grande fierté, peu importe le résultat. Là. Puis justement, parle-en de ton but égalisateur au moment où ça arrive. C'est ça, vous perdiez 2-0 quand vous êtes entré en 3e période. Justine Pelletier marque un but en début de 3e. C'est à peu près 2-3 minutes après. Tu marques le but égalisateur. Tu dis, OK, les frissons, mais tu sais, comment on se sent, à quel point on sent l'importance du moment, justement, quand on compte ce but-là, ou si, je ne veux pas dire que c'est un but comme les autres, parce que ça reste que, tu le sais pareil, là, on est quand même conscient de ce qui se passe à la patinoire, là, mais pour toi, là, de marquer ce but-là, là, est-ce que tu sentais que, là, tu venais de ramener ton équipe dans le match, là, puis tu dis, OK, là, on a une chance d'aller chercher la médaille. C'est quoi le premier feeling à ce moment-là? Ben vraiment, là, tu l'as dit. Surtout, je te dirais que c'est le premier but avec Justine qui nous a remis dans le game, là, pour te dire, OK, on est en masse capable là, de scorer contre cette équipe-là. Puis, marquer le but égalisateur, c'était un petit plus comme qui confirmait qu'on était capable. Puis, tu sais, moi, j'étais juste là au bon endroit, au bon moment. J'étais juste devant le but, puis j'ai mis la rondelle dedans. Mais tout le travail d'avant, c'était Amélie qui l'a fait, puis la def aussi. Fait que je pense que c'était un gros travail d'équipe. Puis je pense qu'on le voit aussi sur les photos, là, le sentiment, la joie qu'on a, on saute d'un bras, on se serre fort, puis c'est comme let's go, on est dans le game, puis on est capable d'aller chercher l'autre. Ouais, c'était un très beau feeling. Puis faire tout ça, justement, chez vous, est-ce que pendant la saison, puis là, je veux revenir un peu justement avec la saison qu'il y a eu, est-ce que pendant la saison, il y avait une pression de dire faut arriver à ce championnat-là, à ce championnat canadien-là, pas juste comme on est l'équipe qui organise, fait qu'on va être là. À quel point, pendant l'année, c'était présent dans vos esprits de dire faut arriver au championnat canadien en étant une équipe contender, là, avec une chance de gagner? Je te mentirais pas, là, 100%, c'était dans nos têtes, en tout cas, c'était parce que tu veux rentrer là en le méritant. Puis, ça bug un petit peu, là. Est-ce que tu m'entends encore? Oui, je t'entends parfaitement. Moi, je te vois encore figé, là. Moi, je te vois parfaitement. Ça fige encore? Allô? Tu m'entends pas? Moi, je t'entends. OK, c'est bon. Tu es revenu? Ouais, c'est bon. Je ne sais pas si c'était ma connexion, mais désolé pour ça. Moi, c'était correct tout le long, fait que regarde. Ben, c'est ça, fait que vous vouliez rentrer, justement avec le sentiment d'avoir mérité votre place, c'est ça? Oui, exact. Puis, on savait depuis longtemps qu'on accueillait le championnat. Puis, l'année avant que ça arrive, on était déjà prêtes, là. On a commencé nos camps un petit peu plus tôt.
On a fait un voyage aux États-Unis au début de l'année pour aller chercher le calibre qu'on allait retrouver au championnat. Puis on s'est dit, dans ce voyage-là, justement, on y allait par étapes. Fait que c'est pas de tout de suite voir le gros championnat puis au bout avec la coupe, mais c'est commencer par finir la saison en étant bien positionné. Après ça, aller chercher notre place au championnat. Après ça, le championnat provincial, puis après ça, national. Fait que, je pense que le piège là-dedans, c'est de tomber dans le stress puis de se dire, oh mon Dieu, on doit. C'est juste c'est classique, c'est cliché, mais c'est ça pour vrai c'est la manière que j'ai vu ça, c'est de concentrer sur chaque game, aller chercher cette game-là, puis arrivera qu'est-ce qui arrivera. C'est ça. C'est un beau défi qu'on avait, là. T'avais-tu un... Bien évidemment, tu as toujours un rôle comme capitaine, mais comment toi, tu as senti ton travail que tu avais à faire comme capitaine, t'assurer que il y avait une saison à jouer, là. Oui, on peut bien se mettre le stress du championnat canadien, mais si on veut bien faire, il faut commencer par bien pratiquer, bien jouer chaque match. Il y a un paquet de choses là-dedans. Comment tu as fait pour t'assurer que la gang soit dans le bon état d'esprit pour se préparer à tout ça? C'était la grosse question. Puis la beauté de la chose, c'est que j'étais pas tout seul là-dedans. J'avais mes coachs qui m'appuyaient, qui me donnaient des conseils, puis j'avais des fantastiques assistantes capitaines, puis d'autres personnes aussi. T'es pas obligé d'avoir une lettre pour être un bon leader. Là. Fait qu'on avait une couple de bonnes filles comme ça dans notre équipe. Puis qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que l'important, c'est moi montrer que je suis calme puis confiante dans tout ça. Puis c'est surtout aussi d'encourager pour aller chercher l'énergie qu'il faut pour aller gagner les games spéciales, là, parce que j'en parle là, avec les filles, mais je trouve que qu'est-ce qui fait donner un edge un peu au bout de la ligne dans une game, c'est l'énergie sur le banc, puis aussi l'énergie de la foule qu'on a eu de notre côté au championnat. Fait que c'est d'encourager les filles vers ça, puis surtout celles qui n'avaient jamais vécu de finale, que ce soit provinciale, demi-finale provinciale, finale, puis nationale aussi, c'est les apporter un peu à comprendre l'amplitude de la chose. Là. Fait que, il y avait moi, il y avait Kelly Kennec, Annabelle Faubert puis Kay Nadeau, qu'on avait toutes vécu un peu des fortes émotions déjà dans le passé. Fait que c'est d'apporter le reste de l'équipe avec nous là-dedans. Tu parles de leadership avec du reste des autres joueurs autour de toi. Celles qui sont allées aux universiades, Kellyanne Nadeau, Annabelle Faubert, Audrey-Anne, qu'est-ce qu'elles ont ramené, justement? Est-ce que tu as senti quelque chose de nouveau quand elles sont revenues? Elles venaient de gagner une médaille d'or, là. Est-ce qu'elles ont amené quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a eu un souffle nouveau, quelque chose? Ça reste les mêmes joueurs, ça reste les mêmes filles que vous côtoyez. Mais, est-ce que vous les avez senties, je ne sais pas, comme je disais, amener quelque chose d'autre? Ou non, c'était la même équipe, on a reparti où est-ce qu'on était, puis on était bien content de les retrouver. C'était comment un peu le feeling? Oui, c'est une bonne question. Première des choses, c'est que je pense qu'on était toutes fiers d'elles là, quand elles sont venues, fait qu'on est contents de les revoir. Puis, si je pense qu'il a apporté aussi peut-être encore plus ces détails, parce qu'ils ont pratiqué là-bas avec les meilleurs, ils ont joué contre les meilleurs, fait on voyait encore plus leur désir de vouloir rapporter, gagner des games, puis être sa coche dans les pratiques. Il l'était déjà avant, mais je pense que ça a peut-être monté d'une petite coche de plus. Puis l'autre chose que ça a apporté, tout ça, ces games-là, c'était quand il était parti, d'autres filles de notre équipe devaient step up. Ouais. Puis je pense que c'est arrivé, puis ça nous a donné confiance en tant qu'équipe. Puis quand ils sont revenus, on est juste devenus comme meilleurs tout ensemble. Puis je pense que c'est un événement positif de A à Z. Là. Puis on est bien content pour eux qui aient rapporté la médaille aussi. Oui, j'imagine. Ouais. Je parlais d'Audrey-Anne. Audrey-Anne a été la joueuse par excellence cette année, meilleure marqueuse, a même battu un record des Carabins. C'est comment de jouer avec cette joueuse-là, parce que tu as joué avec elle directement. C'est comment de jouer avec des tu sais, quand tu sais que tu es avec une exceptionnelle jusqu'à un certain point, là, dans le sens que tu dis, OK, là, je joue avec une joueuse. J'ai joué avec des bonnes joueuses, je suis une bonne joueuse, mais elle a un petit quelque chose, je veux pas là, marquer le nombre de buts qu'elle marque. C'est pas juste quelqu'un qui s'installe sur le bord du poteau et qui atteint les passes parfaites. Là. Donc, est-ce qu'il y a une façon de jouer différente? Est-ce qu'il y a une approche différente quand tu es avec quelqu'un de ce niveau-là? C'est sûr qu'on va lui donner pas juste un petit quelque chose, un gros quelque chose. Puis ça part dans... Tu sais, Audrey-Anne, mettons, c'est le genre de fille qui va regarder la goaleuse adverse
la game donc on joue le samedi, elle va regarder vendredi la goaleuse, puis elle va arriver avec les points où qu'on devrait jeter, puis c'est vraiment une fille passionnée, investie, puis qui a le couteau entre les dents, là, genre 100% du temps. Fait que ça t'amène à toi-même step up de ton côté, puis essayer de la suivre, mais l'envers de la médaille, c'est qu'il ne faut pas non plus que tu tombes dans la pression, oh mon Dieu, il faut que je fasse des passes, il faut que je sois bonne, parce que là, me connaissant moi, ça me stresserait trop, fait. Puis Audrey n'est pas comme ça, tu sais, elle a toujours été là pour moi, pour m'encourager, puis elle ne m'a jamais mis de pression, fait. C'est vraiment, j'ai vraiment eu c'est un honneur de jouer à côté de cette fille-là, puis c'est une chance aussi de l'avoir dans notre équipe, puis fait que c'est ça, moi j'ai juste à y faire la passe, puis elle déborde tout le monde, puis elle va scorer, fait que... Fait que ça fait des points. Ouais, non, ben tu sais, c'est pas dans ce sens-là, là, mais je sais. mais tu sais, tu le dis justement, tu sais, faut que tu gardes la tête froide à quelque part en disant, regarde, il faut que je continue de jouer ma game, puis... Mais c'est pas facile pour tout le monde, puis on le voit à plein de niveaux, tu sais, puis le niveau évident, c'est ceux que le monde regarde, mettons, la Ligue nationale de hockey qui joue, puis ça n'a jamais été facile de trouver un coéquipier, mettons, pour Sidney Crosby, parce que tu dis, il joue tellement spécial que les joueurs autour de lui, c'est pas nécessairement les meilleurs de l'équipe, mais c'est ceux qui sont capables de le compléter, ceux qui sont capables de s'arranger pour qu'ils puissent shiner pareil, tu sais. Fait que ça reste qu'il faut, justement, avoir un état d'esprit puis une approche, tu sais, où est-ce que tu es capable de te concentrer sur ta partie tout en sachant avec qui tu joues. Fait qu'il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ça souvent. Est-ce que tu sens que ça a été quelque chose qui a été travaillé pendant la saison ou dans les 2 dernières saisons, parce qu'en fait, c'est sa 2e, pour essayer de lui trouver des partenaires? Je pense que oui. Tu sais, la première saison qu'on a pu vraiment jouer à cause de la COVID et tout ça, on n'a pas beaucoup joué ensemble. On a joué ensemble au début. Puis je pense qu'ils ont testé plusieurs personnes avec elle. Puis cette année, je ne sais pas pourquoi, mais ça a juste cliqué, puis tant mieux pour ça, là. Fait que c'est sûr que c'est pas toujours facile, que ce soit avec Audrey-Anne ou quelqu'un d'autre, de trouver les trios qui fonctionnent et que c'est magique. Fait que, je pense aussi au courant d'une année, c'est normal de varier un peu tes trios, parce que des fois, ça tourne en rond ou tu as besoin d'un petit spark, là. Mais, ouais, c'est ça. Puis, encore une fois, je répète, cette fille-là, c'est ça. J'ai pas eu à rester la tête froide ou quoi que ce soit, parce que même quand moi, ça n'allait pas bien, ma performance à moi, elle était là tout le temps pour me ramener comme, tu sais, c'est pas grave, reste dans le game. Puis, j'étais aussi cette personne-là pour elle. Fait que j'ai vraiment apprécié notre dynamique, là, puis aussi avec toutes les autres ailières avec qui on a joué, là. Excellent. Puis là, l'an prochain, comment tu vois ça, vu cette expérience-là que vous venez de prendre de championnat provincial, arrivé au... Tu sais, vous avez quand même offert toute une opposition à Concordia. Vous avez... Écoute, ça a passé, c'est pas bon qu'il y ait besoin de te le raconter, comme moi en demi-finale, c'est... but en prolongation du dernier match, la demi-finale contre Ottawa. Fait que, tu sais, ça reste une équipe intéressante. Concordia va continuer à être bonne. Vous allez continuer à être bonne. L'an prochain, comment tu vois la saison? Puis avec, justement, au début de ma question, ce que j'allais dire, c'est l'expérience que vous avez prise cette année, des gros matchs, des gros événements. Comment tu penses que ça va vous aider? Comme je t'ai dit tantôt, c'est toujours un plus d'avoir vécu ces expériences-là. Puis là, celles qui ne l'avaient pas vécu l'ont vécu, puis on va le transmettre à ces nouvelles qui arrivent. Mais je pense que ça s'annonce vraiment une très belle saison. Puis on le voit un peu au fil des années, même moi, au fil de mes 5 ans que j'ai été là, je trouve que le calibre augmente quand même un petit peu. Puis il y a plus de monde, justement, qui vient nous voir dans les estrades. Tu parles de notre demi-finale contre Ottawa, là, mais c'était une bataille vraiment serrée, là. Cette équipe-là est rapide, puis c'est 2 équipes différentes depuis mon entrée dans les Carabins, là. Puis j'aimerais aussi apporter Bishop. Là. Bishop, j'adore jouer contre elle, là, son physique, puis il peut vraiment être surprenante. Là, fait que j'ai vraiment hâte de recommencer, même si on vient juste de finir. C'est important de prendre un petit repos, là, mais la Ligue, elle devient vraiment, vraiment belle, puis c'était un beau calibre à voir, puis je pense que on l'a vu tout au courant de l'année, là, les positions étaient très, très serrées. Fait que je pense qu'on peut s'attendre à une lutte pas mal comme ça l'année prochaine aussi. Est-ce que, parce qu'on a tout entendu qu'Ottawa et Carleton avaient fait une demande pour probablement retourner en Ontario. Je comprends que tu n'as pas à faire dans la décision, quoi que ce soit. Tu ne peux pas changer les choses, mais est-ce que c'est quelque chose qui dont vous parlez? Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez, qui ne vous dérange pas? Comment tu vois ça? Parce que je comprends que toi, tu vas terminer ta carrière quand ça va arriver, parce que ça n'arrivera pas l'an prochain. Si ce n'est pas arrivé, c'est à l'autre après. Mais comment c'est perçu par les joueuses, ça, cette possible défection-là de 2 équipes? Ça a été vraiment un gros choc, là.
justement, la Ligue, elle commence vraiment à prendre de l'ampleur. Puis là, de savoir que 2 équipes partent, mais tu sais, c'est moins attrayant pour les nouvelles joueuses d'intégrer notre Ligue. Fait que on est un peu inquiète de qu'est-ce que ça va donner. D'un autre côté, de qu'est-ce que je comprends, c'est pas juste au niveau du hockey, là, c'est toutes les équipes de ces 2 universités-là qui ont décidé de joindre l'autre Ligue. Fait que, tu sais, ça repose pas juste sur des critères du hockey. On peut comme, se consoler un peu là-dessus, mais c'est vraiment décevant de voir ça, là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme dynamique. Puis, tu sais, on parle aussi peut-être qu'une nouvelle université rentre dans notre ligue après ça. C'est de voir aussi comment ça va affecter notre calibre aussi, si on rajoute une équipe universitaire de plus au Canada, là. C'est plein de questionnements par rapport à ça. Est-ce que tu vois, parce que c'est intéressant ce que tu amenais, l'idée que tu trouves que le calibre monte puis au moment où il monte, ben, on pourrait perdre 2 équipes dans la Ligue ici, même si une équipe, tu sais, je sais qu'il y a des rumeurs ici et là, mais tant que c'est pas fait, une nouvelle équipe de hockey, ça coûte assez cher quand même. Fait que tant que c'est pas fait, on le sait pas, mais quel impact ça peut avoir sur le hockey féminin au Québec? Parce que c'est un enjeu, là. On en entend souvent parler, puis plus je regarde comment ça se passe, plus je me rends compte de. Il y a le trou au moment où vous êtes au secondaire, les filles, vous êtes pris pour souvent jouer avec les gars. Fait qu'il y en a beaucoup qui débarquent parce qu'ils sont pris pour jouer avec des gars puis ils n'ont plus le goût. Puis fait que, ça fait des bonnes athlètes qui pourraient jouer au hockey, qui choisissent peut-être un autre sport, c'est une chose. Puis après ça, de voir qu'il y a quand même quelque chose de bien au niveau collégial. Mais après ça, au niveau universitaire, il y a juste 4 équipes. Puis là, tu dis, bon, OK, est-ce que ça ne va pas défaire un genre d'entrain qu'on commençait peut-être à avoir? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Comment tu le vois? Ouais, ben c'est quelque chose qui me fait peur, en effet, là. Puis je sais que des personnes avant moi, des coachs qui ont été là avant que j'arrive dans la Ligue universitaire, ils ont travaillé vraiment fort pour garder le plus de joueurs québécoises et canadiennes dans notre ligue ici. Puis parce que je sais, moi, quand c'était le moment de choisir mon équipe universitaire ou un peu avant, on avait des conférences à Team Québec sur l'importance de rester ici dans notre réseau parce qu'il y avait beaucoup de filles qui partaient aux États-Unis. Fait que je ne sais pas si ça va briser un peu cet effet-là de rester au Québec, vu qu'il y a juste 4 équipes. D'un autre côté, si ces équipes-là peuvent se développer un peu puis que ça reste un bon calibre, je ne sais pas, là, mais ça va être en tant que joueuse qui va graduer ou celles qui sont encore là d'essayer de aller chercher les filles collégiales qui finissent pour rester dans la ligue. Puis, mais ouais, c'est une décision qui va peut-être affecter beaucoup le hockey féminin, mais en même temps, je pense qu'on peut rester positif malgré tout parce que ça ne change pas que le hockey féminin, encore une fois, il prend encore plus de place. Là. On le voit, il commence à se développer quand les filles sont plus jeunes, il y a plus de programmes intensifs. Fait que je reste quand même optimiste que malgré tout, ça va rester un très bon calibre. Toi, de ton côté, bon, il te reste une année. On va te souhaiter tous les championnats que tu peux avoir autant que possible. Après ta carrière universitaire, est-ce que le hockey va rester dans ta vie? Je pense que tu étudies en ergothérapie, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que le hockey va rester dans ta vie? As-tu espoir de continuer à jouer ou même coacher? Ou comment tu vois les choses pour toi? Je me croise les doigts. C'est sûr que j'aimerais ça trouver un poste professionnel, mais je suis très consciente que le niveau est vraiment élevé. Fait que je ne sais pas si je vais être capable. Puis si ce n'est pas à Montréal, ça sera ailleurs. Je suis prête à me déplacer. Puis au pire des cas aussi, je suis même prête à aller jouer en Europe. Là. Moi, le hockey, c'est une très, très grande partie de ma vie. Fait que, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour continuer par après. Puis c'est sûr que être entraîneur ou aider un peu avec les plus jeunes, ça m'intéresse beaucoup aussi. Fait que cet aspect-là qui reste possible pour moi. Là, mais je dirais que c'est comme un océan de possibilités là, qui va s'ouvrir à moi l'année prochaine. Je commence déjà à y penser aussi. As-tu eu des discussions avec des possibles équipes en Europe ou même des équipes en Amérique du Nord qui sont en train de se former? Tu y penses, mais est-ce qu'il y a des actions ou en tout cas des choses qui se font qui sont plus concrètes? Ouais, ben non, mais tu sais, je connais du monde qui connaît du monde. Fait, on dirait que je suis plus ou moins inquiète, surtout pour l'Europe. Mais tu sais, ça va être une discussion que je vais avoir avec ma coach un peu pour voir c'est quoi mes possibilités, qu'est-ce que je peux faire pour me mettre les chances de mon côté. Là. Fait que, là, je laisse un peu la poussière redescendre après la saison. Puis c'est sûr que je vais embarquer là-dedans vraiment prochainement, là, regarder c'est quoi mes possibilités. Là.
Fait que là, c'est l'entraînement de off-season qui va commencer Yes. bientôt. J'imagine tu te donnes une petite pause puis ça recommence assez vite, j'imagine? Ouais. Ben souvent, j'ai tendance à négliger cette petite pause-là, mais elle est vraiment importante. Là, Oui. ça te permet de te reset, partir à 100% pour l'été. Puis, peut-être qu'il y a du monde qui ne le savent pas, là, mais un été pour une joueuse de hockey, c'est vraiment chargé. Là, c'est 5 à 6 entraînements par semaine. Puis, en plus, tu travailles parce que tu as un appart à payer. Fait que, en même temps, on a la chance, nous, les Carabins, que celle qui reste à Montréal, on a notre entraîneur qui est tout proche, fait qu'on s'entraîne ensemble. Fait que c'est vraiment un bel été qui est devant moi. Là. Puis j'ai hâte de commencer parce que, je veux pas, j'aime ça quand même m'entraîner puis me dépasser. Là. Fait que... Puis à votre niveau, parce qu'on parle souvent de multisport et de choses comme ça, à votre niveau, est-ce que tu te gardes d'autres sports, tu sais, jouer au basket, jouer au soccer, jouer à whatever, peu importe, là, jouer au golf, on s'en fout, mais tu sais, est-ce que tu te gardes d'autres sports ou non, tu sais, c'est l'entraînement comme les préparateurs physiques vous donnent à faire, l'entraînement en gym, l'entraînement course, whatever, hockey. Est-ce que vous êtes concentré là-dessus ou tu te gardes, comme je te dis, d'autres sports qui te servent justement à faire ton cardio, mais autrement ou autre chose? En tout cas, surtout pas le golf. Ça, je déteste. Mais... Je voulais juste montrer qu'il y avait un spectre large de sport qui pouvait être fait. Je sais. Ben, c'est sûr que quand on est jeune, surtout, là, c'est important d'avoir une diversité. Puis là, je comprends ta question, rendu à notre âge, à notre niveau, est-ce que c'est encore le cas? Moi, je pense que oui. Un peu de décrocher du hockey, ça te permet, quand tu recommences, d'avoir la flamme un peu qui est ravivée. Là. Mais il y a aussi l'autre côté de la balance que c'est peut-être plus de risque de blessure aussi. Là. Moi, je joue beaucoup au deck hockey. Là, ça ressemble un peu au hockey, mais c'est pas tout à fait non, c'est ça. Là. C'est pas du patin quand même, c'est pas la même chose. Non, c'est ça. Mais, moi, j'aime ça jouer à ça l'été. Là. C'est une autre passion de mon côté. Puis je pense que c'est important. C'est sûr que nous, on est comme recommandé de suivre un programme de course puis ça. Puis c'est important de le faire, mais à côté, si tu veux faire d'autres sports, mettons volleyball ou justement du deck, puis qu'en plus, ça peut un peu aider. Le deck, c'est cardio, là, fait que si en plus ça peut t'aider, tant mieux. Mais je pense que si tu veux le faire, vas-y. Puis c'est surtout à côté, mais il faut que tu fasses le centre de ton entraînement. OK. Ben écoute, bon entraînement, bonne off-season, bonne saison l'année prochaine. On aura probablement l'occasion de s'écrire ici et là, puis tu me donneras des nouvelles de comment ça se passe. Du moins, je vais t'en demander, ça c'est certain. Fait que, regarde, je te félicite pour votre magnifique saison. C'était vraiment cool de vous suivre. Félicitations pour votre performance au provincial, au Canadien. Ça n'a pas donné peut-être les médailles que tu voulais avoir. Tu aurais peut-être aimé avoir d'autres sortes de résultats finaux, mais ça reste que c'était, avec du recul, j'imagine, une belle saison pour vous autres. En tout cas, pour nous autres, ça a été une belle à suivre. Fait que je voulais te féliciter pour ça et surtout te remercier d'avoir fait l'entrevue avec Bulletin Sportif ce matin. C'est super apprécié. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment apprécié. Au plaisir. Salut. Bye-bye. Et voilà, c'est ce qui met un terme à notre 26e édition du podcast Bulletin Sportif. Merci d'avoir été là. Merci de suivre ce qu'on fait et merci de le partager, s'il vous plaît. Donnez-nous vos commentaires, partagez. C'est la meilleure façon de faire rayonner le sport étudiant, de faire votre partie pour ça. Donc, encore une fois, merci d'être là. Avant qu'on se quitte, je veux juste vous rappeler qu'on a un paquet de matchs de hockey collégial. On a un paquet d'événements sportifs au niveau Division 2 collégial, basket, volleyball notamment. Donc, allez sur le site du RSEQ, allez voir tout ce qui se dit de ce côté-là. Et juste pour l'intérêt de tous, je le sais qu'il y a beaucoup de fans de football qui sont à l'écoute et qui suivent ce qu'on fait au niveau de bulletin sportif. Juste vous dire, les calendriers de la saison de football collégial, Division 1, Division 2, Division 3 sont connus. Ils ne sont pas encore affichés sur le site du RSEQ, mais sont connus. Donc, c'est intéressant de savoir, là, en Division 1, tout le monde, évidemment, affronte tout le monde. Plus, il y a un deuxième match pendant la saison qui va être joué contre une équipe en particulier, donc un adversaire que chaque équipe va affronter 2 fois, et c'est en fonction des classements de la saison précédente. Donc, les équipes les plus fortes vont s'affronter ensemble un deuxième match. Fait que ça devrait être super intéressant de ce côté-là. En Division 2, étant donné qu'il y a énormément d'équipes, il y a 8 matchs. En fait, toutes les divisions, c'est 8 matchs cette année.
Il y a 8 matchs, mais comme il y a 11 équipes, il y a 2 équipes que chaque équipe n'affrontera pas 2 équipes du circuit Division 2. La Division 2, là, ça fait 2 ans que pour moi, c'est la plus ouverte, la plus compétitive, la plus intéressante, pas à cause nécessairement du niveau de jeu, mais à cause de la compétitivité qu'il y a là-dedans. Et le jeu est ouvert, le jeu est très axé sur l'attaque. Donc, franchement, on devrait avoir beaucoup d'actions parce qu'il y a des nouvelles équipes en plus. Là, on se rappelle qu'il y a eu des remaniements de division. Donc, ça va être intéressant à suivre. Et en Division 3, chaque section, encore une fois, 8 matchs. On joue contre 5 autres équipes. Et puis, il y a 3 autres matchs, 3 autres équipes qu'on affronte 2 fois. Donc, en fait, il y a 2 équipes par section qu'on affronte une fois, 3 équipes qu'on affronte 2 fois. Ça va ressembler à ça, pas les classements, mais les calendriers. Donc, ce sera à vous d'aller regarder. Je vous invite à le faire pour surveiller ce qui se passe avec votre équipe favorite. Donc, voilà. De toute façon, on va suivre ce qu'il y en est. Et je vous invite aussi la semaine prochaine, parlez-en si vous voulez, ça va me faire plaisir. La semaine prochaine, on va recevoir avec nous l'entraîneur des Carabins de l'Université de Montréal, le coordonnateur à l'attaque des Carabins de l'Université de Montréal, Gabriel Cousineau, avec qui on va jaser évidemment de football, avec qui on va jaser de ce qui s'est passé dans la saison morte et pour les Carabins et pour le reste de la Ligue universitaire, mais aussi un dossier intéressant, le recrutement non seulement des joueurs qui s'en vont vers les Carabins ou vers les autres équipes, mais aussi tout l'aspect du recrutement des joueurs d'école secondaire qu'on essaye d'amener vers les États-Unis et comment ça fonctionne de ce côté-là. Gabriel a une bonne opinion là-dessus, a fait des recherches sur le sujet, donc ça va être intéressant de suivre ça. Je vous invite à être des nôtres aussi la semaine prochaine. D'ici là, bon sport tout le monde, bonne semaine.